Une démarche de développement durable, aujourd'hui, c'est une intervention sur les process, sur les techniques de fabrication, sur le choix des produits, des matières premières. Et puis, au niveau des gens, au niveau des gens comme toi et moi, ce sont les éco-gestes, c'est-à-dire nos comportements directement. Mais on ne s'intéresse pas à qu'est-ce qui a fait qu'on a fait le choix de tel comportement, qu'est-ce qui a fait qu'on a fait le choix de tel process. Donc, c'est un petit peu comme si on avait un petit bateau qui naviguait sur un grand océan et qu'il y avait une grande tempête et qu'on essayait de réparer le bateau sans sortir de la tempête. C'est un peu l'idée. Donc en fait, une très grande partie des causes de la crise écologique, plus directement les causes profondes de la crise écologique, elles sont humaines. Elles se trouvent au cœur de l'homme, au cœur de choix qu'on a fait au fur et à mesure des siècles, même voire des millénaires, et qui a fait qu'on n'est plus écologique culturellement, socialement et humainement. Donc par rapport à ta question de pourquoi est-ce qu'il y a tant d'informations, tant de prise de conscience et si peu d'action. C'est vrai que les sondages aujourd'hui montrent jusqu'à 97% de sensibilisation par rapport à l'écologie au niveau européen. Et l'action ne suit pas vraiment, il faut être concret. En fait, c'est intéressant d'aller explorer les travaux des sociologues qui expérimentent sur le terrain et qui se rendent compte justement de ces freins. Alors eux, ils interviennent au niveau de la sociologie ou de la psychosociologie, donc ça englobe aussi la psychologie des comportements. C'est passionnant parce qu'on se rend compte qu'une personne qui est confrontée à une information anxiogène qui est de l'ordre d'une crise mondiale, que ce soit la crise écologique ou la crise financière, n'a pas une capacité d'intégration. Parce que c'est quelque chose qui lui échappe. Donc ça va déclencher un sentiment d'impuissance profond qui est un frein très fort à l'action. Comme par ailleurs il y a une demande d'action, qui est faite par les pouvoirs publics, par l'entreprise, et puis aussi parce que ça rentre dans les mœurs. La personne est confrontée, en fait, elle est en quelque sorte comme si elle était coincée entre deux faits qui sont à la fois je ne peux pas agir parce que c'est inaccessible, je ne comprends pas vraiment profondément ce qui se passe, je sais que c'est grave, mais je ne peux pas, et parce que culturellement, je ne suis pas écologique, fondamentalement, et d'autre part, on me demande d'agir. Donc en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils ne deviennent pas schizophrènes, non, heureusement. Par contre, il se met dans une posture de déni. C'est une mesure psychologiquement normale, une action, enfin, comment dire, un résultat normal de protection. Si je te dis écologie partage ou écologie punitive, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu réfléchis également ? Oui, bien sûr, parce que l'écologie est vécue pour l'instant comme une contrainte et elle ne fait pas envie, en fait. On peut considérer la crise écologique comme la crise financière, comme toute crise humaine, comme toute crise, même à un niveau personnel, comme une opportunité de changement en fait. Beaucoup de gens le font à un niveau individuel. On est moins outillé pour le faire à un niveau plus grand, comme l'entreprise ou la société, mais on a plein de cas d'entreprises qui, à l'occasion d'une crise grave, de fournisseurs ou de produits, à virer sa cutie, on va dire, et changer complètement ses méthodes pour avancer. Donc oui, c'est un moteur d'évolution. Nous, ce qu'on a plus envie, c'est que le secteur de l'écologie commence à dire que c'est une opportunité de changement social profond pour aller vers ce qui compte surtout pour les gens, c'est-à-dire plus de bien-être, mais en termes de joie de vivre, de bonheur, de plus de liens. L'écologie suscite en nous différentes choses. Donc il y a l'ordre émotionnel, c'est François Terrasson qui a beaucoup parlé de la peur de la nature, d'aller voir cette peur qu'on a de notre propre naturalité, de ce corps qui est un animal. Donc les émotions, ça c'est fondamental. Déjà aller voir cette émotion qui fait qu'on s'est extrait de la nature et qu'on a voulu s'en extraire par le haut, comme dit Pascal Pic, au point qu'on en a arraché les racines. Donc là je cite plus Jean-Marie Pelt, mais c'est vraiment ça. Et qu'on n'est plus capable intuitivement, comme les animaux le font, comme la nature le fait, et comme certaines sociétés primitives le font encore, d'être capable intuitivement de mettre en place les conditions de sa propre survie, sa propre durabilité. Donc là, c'est vraiment de l'ordre de retrouver en fait cette relation à la nature. Donc il y a l'ordre des émotions, il y a l'ordre de la sensorialité, donc c'est le développement des sens,
retrouver ne serait-ce que ne pas sentir son corps que quand il est malade, quand il fait mal, ou quand on est heureux de manger quelque chose de bon, mais le sentir vraiment vivant, quelque chose de vivant. Et puis aussi, la nature est propice aussi à retrouver le bruit, à retrouver tout un tas de sens. Vraisemblablement, il y a aussi encore un niveau plus profond qui est de l'ordre de... Toujours à ce niveau, je veux dire, toujours dans cette recherche d'aller plus proche de la nature, de mieux la comprendre, de mieux comprendre comment on fonctionne et comment on peut être en équilibre aussi par rapport à elle, c'est d'en comprendre les lois. Donc, par exemple, la nature a comme loi la limite. La nature est un équilibre dynamique, c'est-à-dire qu'elle va être en mouvement à l'intérieur d'elle-même pour rechercher en permanence une dynamique qui va faire qu'elle va survivre, qu'elle va persister. Et il se trouve qu'elle a beaucoup de lois pour permettre ça, et la limite, c'est très simple. Vous plantez un arbre et vous allez voir qu'au bout d'un moment, il va arrêter de croître. Ça, c'est la limite. Dans nos sociétés humaines, on estime qu'une entreprise peut croître indéfiniment et qu'elle doit même croître indéfiniment si elle veut survivre. Donc c'est le contraire des lois de la vie. Qu'on serait presque dans une crise d'adolescence, j'ai envie de dire, les adolescents qui croient toujours qu'ils sont immortels. Oui, c'est-à-dire qu'à l'âge adulte, c'est être raisonnable. Ouais, c'est la toute-puissance. C'est-à-dire qu'à l'âge de 3 ans, l'enfant est dans la toute-puissance. Il pense que tout est lui, que lui est tout et que tout, on lui doit tout et qu'il n'y a pas de limite. Et c'est le rôle des parents, justement, de structurer ça par la limite, justement. Donc tu es pleine d'espoir quand même sur les capacités et le potentiel de changement dans lequel on peut se lancer maintenant, corps et âme, complètement. Bien sûr, parce que chaque humain porte en lui sa propre capacité d'évolution et de changement. Le changement, c'est pas quelque chose qui s'ordonne, c'est pas quelque chose qui se maîtrise. Par contre, on peut faire de la place pour le changement, c'est-à-dire qu'on peut mettre en place des conditions de changement, se rendre disponible au changement, par l'état d'esprit, par exemple. Et après, le changement peut advenir. La question, c'est que c'est vrai que ce n'est pas l'ordre du contrôle et de la maîtrise. Alors, nous sommes des sociétés d'ordre et de maîtrise et de contrôle. Mais moi, je me fais un souci pour notre civilisation, puisqu'on arrive à une fin de civilisation. Donc, s'il y a une perte, il va y avoir un deuil à faire. Perte de confort, perte de repères. Je suis comme vous dans l'inconnu total. Par contre, oui, chacun doit mener son projet de vie avec ce qui le mène à cœur. Et même si ce n'est pas de sauver la planète, tant mieux.